la France, ses lumières, sa culture, son histoire glorieuse. Mais que se cache-t-il dans les recoins les plus sombres de sa mémoire? Et si les monstres les plus effrayants n'étaient pas dans les contes, mais dans ses propres chroniques judiciaires? Dans cette vidéo, nous allons disséquer 5 affaires criminelles qui ont glacé le sang de toute une nation, du prédateur calculateur qui utilisait la Grande Guerre comme terrain de chasse, à l'explosion de violence inouïe de 2 sœurs soumises, en passant par le médecin qui promettait le salut pour offrir la mort, jusqu'à l'indifférence d'un système qui a laissé un monstre agir pendant 20 ans, et la nuit où la terreur de masse a frappé Paris en plein cœur. Ce ne sont pas de simples faits divers, ce sont les cicatrices de la France, 5 histoires qui ont révélé les peurs, les fractures et les failles d'une société en pleine mutation. Préparez-vous à un voyage au cœur des ténèbres. Si vous êtes prêts à affronter cette part sombre de l'histoire et à soutenir notre travail d'enquête approfondi, abonnez-vous dès maintenant à Traces perdues et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Au cœur de la Première Guerre mondiale, alors que la France saignait dans les tranchées, une autre forme d'horreur épanouissait à l'arrière. Henri-Désiré Landru, le premier tueur en série moderne du pays, a transformé le paysage de deuil et de solitude en son terrain de chasse personnel, exploitant la vulnérabilité d'une nation en guerre avec une efficacité calculatrice qui allait choquer le monde. À première vue, Henri-Désiré Landru, né en 1869, était l'image même de la normalité bourgeoise. Un homme marié, père de 4 enfants, avec un passé d'inventeur et même de sous-diacre s'intéressant à l'Église. Cette façade de respectabilité cachait cependant une longue carrière de crime. Avant de devenir un assassin, Landru était déjà un escroc expérimenté, condamné en 1900 pour avoir fraudé des veuves, ce qui démontrait une nette escalade dans son comportement prédateur. Sa normalité apparente rendait ses crimes encore plus terrifiants pour le public, suscitant une fascination pour sa duplicité, le monstre qui se cachait sous les traits d'un homme ordinaire. Pour lui, la tromperie était une source de revenus constante, un moyen de financer un style de vie que son travail honnête ne pouvait lui offrir. La méthode de Landru a été intrinsèquement façonnée par le contexte de la Première Guerre mondiale. Le conflit n'était pas seulement une toile de fond pour ses crimes, il était le moteur de sa machine prédatrice. La guerre a créé un vaste contingent de victimes idéales, des femmes seules, endeuillées et émotionnellement fragiles. Utilisant des petites annonces dans les rubriques de rencontres des journaux parisiens, Landru se présentait comme un veuf fortuné, cherchant le mariage, ciblant spécifiquement les veuves de guerre qu'il croyait posséder un certain patrimoine financier hérité de leur mari décédé. Utilisant une série de pseudonymes comme Monsieur Diard ou Georges Frémier, il promettait la sécurité et un avenir, exploitant la vulnérabilité sociale unique créée par le conflit. Chaque femme représentait une opportunité d'accroître sa propre richesse. Landru attirait ses victimes dans des lieux isolés, d'abord une maison à Vernouillet, puis sa tristement célèbre villa à Gambais, en banlieue parisienne. Dans ses retraites rurales, loin des regards indiscrets, il les assassinait, probablement par strangulation, s'appropriait leurs biens et incinérait ensuite leurs corps dans une cuisinière. Des voisins à Gambais ont rapporté avoir senti une odeur fétide provenant de sa cheminée, un détail qui deviendrait plus tard un élément clé de la preuve circonstancielle. Le coût de l'entretien de ses propriétés était largement couvert par l'argent volé à ses victimes. La chute de Landru a commencé en 1919, non pas grâce à une enquête policière proactive, mais à la persistance des familles des femmes disparues. La sœur de l'une des victimes, Madame Buisson, a fourni à la police une description de l'homme avec qui sa sœur était partie, ce qui a mené les enquêteurs jusqu'à Landru. Le principal défi pour l'accusation était l'absence quasi totale de corps. Les fouilles de ses propriétés n'ont révélé que de petits fragments d'os humains, provenant d'au moins 3 victimes et quelques cheveux, mais rien qui ne constitue un corpus delicti définitif. L'affaire a été construite presque entièrement sur la propre méticulosité de Landru, un carnet de comptes. Ce registre contenait les noms de 11 victimes, 10 femmes et le fils adolescent de la première, André Cuchet, un catalogue de sa correspondance avec 283 femmes et des comptes détaillés des biens qu'il avait volés.
Il classait même ses correspondantes en fonction de leur richesse perçue, utilisant des étiquettes comme « sans argent » ou « possède probablement des biens ». Ce carnet est devenu la pièce à conviction la plus infâme de l'histoire criminelle française. Malgré son importance, l'enquête a été critiquée pour son incompétence, échouant à retrouver des dizaines de femmes contactées par Landru et simplifiant sa motivation à la simple cupidité, ignorant les preuves que de nombreuses victimes étaient pauvres. Le procès de Landru, en novembre 1921, s'est transformé en un spectacle national. Pour une France traumatisée par les horreurs anonymes et industrielles de la guerre, le procès d'un seul monstre identifiable offrait une forme de catharsis sociale, une distraction qui a même éclipsé les négociations du traité de Versailles. Au tribunal, Landru fut provocateur et cynique, maintenant son innocence jusqu'à la fin, malgré la brillante défense de Vincent de Moreau-Diaféry, qui a failli obtenir l'acquittement. Le jury l'a déclaré coupable. Il fut guillotiné le 25 février 1922, devant une foule nombreuse. Landru est devenu le Barbe Bleue de Gambais, le premier tueur en série, célèbre, de France, immortalisé dans des films comme Monsieur Verdoux de Charlie Chaplin, 1947, et Landru de Claude Chabrol, 1962. La question de sa véritable motivation demeure. Le récit officiel de la cupidité financière est fragile, étant donné que beaucoup de ses victimes étaient en pauvres. Une analyse plus profonde suggère que son véritable moteur haine n'était pas l'argent, mais un désir misogyne de pouvoir et de domination sur ce qu'il appelait le « sexe faible », faisant de lui une figure bien plus sinistre qu'un simple escroc. En 1933, la France fut secouée par un crime d'une sauvagerie si extrême qu'il a transcendé la criminologie pour devenir un champ de bataille pour les psychologues, les sociologues et les philosophes. L'affaire des sœurs Christine et Léa Papin, deux domestiques apparemment soumises, a exposé les tensions de classe latentes et les profondeurs de la psychose humaine, laissant une marque indélébile dans la conscience nationale. L'histoire des sœurs Papin commence dans un foyer brisé au Mans. Nées respectivement en 1905 et 1911, Christine et Léa étaient les filles d'un père alcoolique, Gustave, qui aurait abusé sexuellement de sa fille aînée, et d'une mère instable, Clémence, qui les a confiées à des orphelinats catholiques. Cette enfance de traumatisme et d'abandon institutionnel a forgé un lien extraordinairement intense et isolé entre les deux. Adultes, elles insistaient pour travailler ensemble et vivaient recluses dans une seule chambre, qui ne contenait qu'un seul lit, créant un monde clos et symbiotique qui deviendrait le creuset de leur psychose partagée. Leur isolement était aussi économique que social, leur maigre salaire ne leur permettant aucune forme d'indépendance. Pendant 7 ans, les sœurs ont travaillé comme domestiques pour la famille Lancelin, un avocat à la retraite, René, sa femme, Léonie et leur fille, Geneviève. Elles étaient louées pour leur travail diligent et silencieux. Cependant, sous la surface, la tension était insupportable. Madame Lancelin était obsédée par la propreté et, à mesure que sa propre dépression s'aggravait, elle devenait de plus en plus critique et psychologiquement abusive envers les employés. Cette oppression constante, un exercice quotidien de pouvoir de classe, a agi comme la flamme sous la cocotte minute de la psyché fragile des sœurs. Leur vulnérabilité psychologique, née du traumatisme familial, les rendait particulièrement sensibles aux pressions de leurs conditions sociales et de leur dépendance financière. Le détonateur de l'explosion fut un incident domestique trivial, un fusible défectueux sur un fer à repasser. Lorsque Madame Lancelin a confronté les sœurs, la rage réprimée pendant des années a éclaté avec une violence apocalyptique. Pendant près de 30 minutes, Christine et Léa ont utilisé un marteau, un pot en étain et un couteau de cuisine pour battre, lacérer et mutiler Léonie et Geneviève. Dans un acte final de sauvagerie symbolique, elles ont arraché les yeux de leurs victimes avec leurs propres mains. Ensuite, elles se sont enfermées dans leur chambre mansardée, nues, et se sont blotties l'une contre l'autre dans le lit, où la police les a trouvées. Le diagnostic psychiatrique prédominant fut celui de la folie à deux, ou trouble délirant partagé. Cette condition rare se produit lorsque deux personnes, généralement isolées, partagent un système délirant,
avec une personnalité dominante, Christine, imposant sa psychose à la partenaire plus passive, Léa. Le psychanalyste Jacques Lacan, alors jeune psychiatre, a vu dans cette affaire un exemple parfait de « crime paranoïaque ». Il a soutenu que les sœurs vivaient dans une relation spéculaire, ou en miroir, sans identité stables et séparées. Le meurtre était, selon lui, une attaque contre l'image miroir qu'elles projetaient sur leur patronne. L'acte d'arracher les yeux, dans ce contexte, peut être vu comme une tentative d'annihiler le regard de l'oppresseur, le symbole de la surveillance et du jugement constant de Madame Lancelin, détruisant ainsi la source de leur subjugation. Le crime a immédiatement déclenché un débat qui a divisé la France. Des intellectuels comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et les surréalistes ont vu l'acte non pas comme de la folie, mais comme une explosion justifiée de colère de classe, une révolte du prolétariat contre l'oppression bourgeoise. Le journal surréaliste. Le surréalisme au service de la Révolution a célébré les sœurs comme des héroïnes révolutionnaires, et le journal communiste L'Humanité a présenté le crime comme un produit de la lutte des classes. Cette discussion présente cependant une fausse dichotomie. Le crime N était ni un acte de folie ni un acte de révolte de classe. Il était les deux. La structure oppressive de leur servitude, qui définissait leur valeur uniquement en termes de travail, a exacerbé leur fragilité psychologique jusqu'au point de rupture. Au procès, Christine fut condamnée à mort, peine ensuite commuée en prison à vie, et Léa à 10 ans de travaux forcés. Séparée de sa sœur, la santé mentale de Christine s'est rapidement détériorée. Elle a refusé de manger et est morte de cachexie en 1937. Léa a été libérée après 8 ans et a vécu une vie anonyme jusqu'à sa mort. L'ambiguïté et la puissance symbolique de l'affaire ont assuré son immortalité culturelle, inspirant la pièce Les Bonnes de Jean Genet et le film La Cérémonie de Claude Chabrol. L'affaire des sœurs Papin demeure un récit troublant et non résolu, un rappel choquant de la confluence de la maladie mentale et de l'injustice sociale. Nous explorons les profondeurs de la psyché humaine et les failles de notre société. Ces histoires sont complexes et nécessitent une analyse minutieuse. Si vous appréciez ce travail de recherche et que vous voulez nous aider à produire plus de contenu de cette qualité, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à partager cette vidéo. Chaque interaction aide notre chaîne à grandir et à financer de futurs documentaires. Continuons. Dans le chaos moral et social du Paris occupé par les nazis, un prédateur d'un calibre extraordinaire a trouvé l'environnement parfait pour prospérer. Le docteur Marcel Petiot, un médecin respecté, a utilisé la façade de la résistance et le désespoir des persécutés pour orchestrer l'une des séries de meurtres les plus grotesques et lucratives de l'histoire, gagnant le surnom de « Docteur Satan ». La Seconde Guerre mondiale n'a pas créé Marcel Petiot. Elle lui a seulement donné l'opportunité suprême. Né en 1897, sa vie a été une trajectoire de criminalité et d'instabilité mentale. Dès sa jeunesse, il a été diagnostiqué avec des maladies mentales, renvoyé des écoles et arrêté pour des délits mineurs. Son passage dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale a été marqué par des dépressions nerveuses et des vols. Après avoir obtenu un diplôme de médecine, il s'est installé comme médecin et maire à Villeneuve-sur-Yonne, où sa gestion a été entachée de corruption, de détournement de fonds et de la disparition suspecte de sa maîtresse. En déménageant à Paris, il a poursuivi sa double vie, soignant des patients tout en pratiquant des avortements illégaux et en fournissant des stupéfiants. Cette longue histoire démontre que Petiot était déjà un sociopathe fonctionnel bien avant l'arrivée des Allemands, motivé par un désir insatiable de profit. Pendant l'occupation, Petiot a conçu son plan diabolique. Se présentant comme le « docteur Eugène », il prétendait diriger un réseau de la résistance qui pouvait faire passer des fugitifs en toute sécurité vers l'Amérique du Sud, moyennant des frais exorbitants de 25 000 francs par personne. Ces victimes étaient un microcosme du Paris désespéré, des Juifs fuyant la déportation, des combattants de la résistance et des criminels ordinaires cherchant une issue. Avec l'aide de 3 complices, il dirigeait ces personnes vulnérables vers son piège. Son opération était si convaincante que même la Gestapo a été trompée,
croyant qu'il s'agissait d'une véritable cellule de la résistance et allant jusqu'à arrêter et torturer ses complices, qui ne purent rien révéler sur un réseau plus vaste, car il n'existait pas. Pour Petiot, C était une entreprise commerciale d'une rentabilité macabre. L'identité de Petiot en tant que médecin était la clé de sa méthode. Il a perverti la confiance inhérente à la profession, transformant un symbole de guérison en une arme de mort. Dans sa maison du 21 rue Le Sueur, acquise en 1941, il disait à ses victimes qu'elles avaient besoin d'un vaccin pour le voyage. Sous ce prétexte, il leur injectait du poison, probablement du cyanure ou de la strychnine. Des rapports suggèrent qu'il observait l'agonie de ses victimes à travers un Judas dans une chambre de la mort, insonorisée. Après avoir volé tous leurs biens de valeur, il démembrait les corps et les détruisait dans une chaudière au sous-sol, ou les dissolvait dans une fosse à chaux vive. Le 11 mars 1944, des voisins, alarmés par une fumée épaisse et fétide, ont appelé les pompiers. En entrant dans la maison, les autorités ont découvert une scène macabre, des restes humains dans une chaudière, des sacs contenant des parties de corps, et une fosse à chaux remplie de résidus de cadavres. Au total, les restes d'au moins 27 personnes ont été trouvés. Petiot s'est enfui et, avec audace, s'est caché au vu et au su de tous. Après la libération de Paris, il s'est laissé pousser la barbe, a adopté le faux nom de Capitaine Valéry et a rejoint les forces françaises de l'intérieur FFI, participant à la chasse à l'homme lancée contre lui-même. Il a finalement été reconnu et arrêté dans une station de métro parisienne le 31 octobre 1944. Le procès de Petiot, en mars 1946, fut un cirque médiatique. Sa défense était un chef d'œuvre d'audace cynique, exploitant le trouble paysage moral de la France de l'après-guerre. Il a admis avoir tué 63 personnes, mais a affirmé qu'elles étaient toutes des ennemis de la France, des Allemands, des collaborateurs nazis ou des agents doubles, et que ces meurtres étaient des actes patriotiques de la résistance. Il a tenté de se positionner comme un héros de l'épuration, allant jusqu'à accuser les magistrats d'avoir été fidèles au régime de Vichy. Le jury ne fut pas convaincu, surtout après une visite de sa maison des horreurs. Petiot fut condamné pour 26 meurtres et guillotiné le 25 mai 1946. Marcel Petiot reste dans l'histoire comme l'un des tueurs en série les plus prolifiques. Un homme qui a exploité l'effondrement de la société pendant l'occupation pour son gain personnel. Le nombre exact de ses victimes est inconnu, avec des estimations allant jusqu'à plus de 150. Il a personnifié le mal qui se déguise en aide, transformant l'espoir de salut de ses victimes en un instrument de leur destruction et de son enrichissement. L'affaire des disparus de Lyon est une chronique sombre non seulement de la cruauté d'un prédateur, mais aussi de la complicité d'un système. Pendant plus de 2 décennies, les crimes d'Émile Louis ont été enveloppés dans un silence institutionnel, une défaillance systémique qui lui a permis d'agir en toute impunité. L'histoire est aussi choquante par l'indifférence des autorités que par les meurtres eux-mêmes. Entre 1975 et 1979, 7 jeunes femmes ont disparu dans la région de Lyon, en Bourgogne. Françoise Lemoine, Christine Marlot, Jacqueline Weiss, Chantal Gras, Madeleine de Juste, Bernadette Lemoine et Martine Renaud. Elles avaient toutes un profil tragique en commun. Elles étaient pupilles de la DDASS, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, et certaines avaient de légères déficiences mentales. Cette condition les rendait socialement invisibles. Pour les autorités, leurs disparitions ont d'abord été traitées avec négligence, qualifiées de fugue de gogol, un terme péjoratif, et non comme une série de crimes alarmants. Les victimes ont subi une double disparition. D'abord, aux mains de leur assassin, ensuite, par l'indifférence d'un système qui aurait dû les protéger, un système qui a jugé que l'investissement de ressources pour les retrouver ne était pas une priorité. L'assassin se cachait au vu et au su de tous. Émile Louis était le chauffeur du bus scolaire qui transportait les jeunes filles depuis leur foyer d'accueil. Un homme apparemment ordinaire, père de famille et ancien militaire, il utilisait sa normalité comme un manteau pour cacher une nature prédatrice. Louis avait déjà été condamné pour agression sexuelle sur mineurs, mais ses signaux d'alarme,
ont été inexplicablement ignorés en lien avec les disparitions. L'histoire de cette affaire est indissociable de la figure tragique du gendarme Christian Jambert. Au début des années 1980, Jambert fut le premier et, pendant longtemps, le seul enquêteur à relier les disparitions et à identifier Émile Louis comme le principal suspect. En 1984, il a compilé un rapport détaillé qui non seulement incriminait Louis, mais suggérait également l'existence de réseaux d'exploitation sexuelle plus larges qui victimisaient les jeunes filles de la DDASS. Dans un exemple choquant de fiasco judiciaire, son rapport fut ignoré, perdu, et l'affaire classée sans suite. Jambert est devenu un héros qui a résolu le crime, mais il a été isolé et détruit par le système qu'il servait. Frustré, il a continué à enquêter seul. Le 4 août 1997, 2 jours avant d'être un témoin clé dans l'affaire finalement rouverte, il a été retrouvé mort dans son garage. La mort a été officiellement classée comme un suicide, mais les circonstances étaient extrêmement suspectes. Il a été tué de 2 balles et une autopsie correcte n'a pas été réalisée initialement. Sa mort plane comme le symbole ultime de la corruption et de lei d'omerta, loi du silence, qui entourait l'affaire, alimentant les soupçons qu'il a été réduit au silence pour protéger des secrets plus sombres, peut-être liés à des personnalités influentes et à des transactions financières illicites. L'affaire a mis en lumière des dysfonctionnements chroniques dans le système judiciaire français, en particulier au parquet d'Auxerre. De multiples occasions d'enquêter sur Louis dans les années 80 ont été manquées en raison de la négligence, des préjugés sociaux contre les victimes et d'une volonté apparente de protéger des notables locaux d'un scandale. Le coût humain de cette inaction est incalculable. La justice, quand elle est finalement arrivée, a été poussée de l'extérieur du système. C'est la persistance acharnée des familles des victimes et l'attention des médias, notamment grâce à la populaire émission de télévision Perdu de vue, qui ont forcé la réouverture de l'affaire à la fin des années 1990. Le rapport Perdu de Jambert a refait surface, fournissant une feuille de route aux nouveaux enquêteurs. En décembre 2000, Émile Louis a été arrêté. Croyant que les crimes étaient prescrits, il a avoué avoir assassiné 7 des jeunes filles, attribuant ces actes à une force qu'il appelait la bestiole. Bien qu'il se soit rétracté plus tard, ses aveux et l'indication des lieux où il avait enterré 2 corps ont scellé son destin. En 2004, Émile Louis a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et est mort en prison en 2013. L'affaire des disparus de Lyon est devenue un scandale national, une mise en accusation cinglante de l'indifférence de l'État envers les plus vulnérables. Elle a révélé comment le silence et la négligence peuvent être aussi mortels que la main d'un assassin, laissant derrière elle un héritage de méfiance et de questions non résolues sur la véritable étendue de la pourriture au cœur de la Bourgogne. Dans la nuit du 13 novembre 2015, la France a été plongée dans un nouveau type d'obscurité. Une série d'attentats terroristes coordonnés, revendiqués par l'État islamique, EI, a frappé Paris et ses environs, marquant le crime de masse le plus meurtrier dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. L'événement N n'était pas seulement une attaque. C'était une déclaration de guerre qui a transformé de manière permanente le paysage de la sécurité et la psyché de la nation. Les attentats de novembre représentaient une évolution stratégique terrifiante du terrorisme djihadiste. Contrairement aux attaques précédentes, comme celle de Charlie Hebdo, qui était inspirée mais pas directement commandée par des groupes extérieurs, cette opération a été méticuleusement planifiée en Syrie et exécutée par un réseau transnational de l'EI. L'opération était dirigée par Abdelhamid Abaoud, un djihadiste belgo-marocain qui a coordonné le complot depuis la Syrie et a personnellement participé aux fusillades dans les restaurants. Les 3 cellules d'attaque étaient principalement composées de citoyens français et belges, dont beaucoup avaient combattu en Syrie et étaient revenus en Europe, certains se cachant dans le flux de réfugiés, soulignant une faille de sécurité au niveau continental. À partir de 21h16, 3 équipes de terroristes, armées de fusils d'assaut et de gilets explosifs, ont lancé 6 attaques en succession rapide, conçues pour maximiser le chaos et le nombre de victimes. La nuit de terreur a commencé avec 3 kamikazes, qui ont fait détonner leurs explosifs près du Stade de France,
où se déroulait un match amical de football entre la France et l'Allemagne. Ils n'ont pas réussi à entrer dans le stade, ce qui a évité une catastrophe encore plus grande. Presque simultanément, une deuxième équipe a parcouru les 10e et 11e arrondissements de Paris, ouvrant le feu avec des fusils Kalachnikov sur les gens attablés aux terrasses des cafés et des restaurants, notamment le Carillon, le Petit Cambodge et la Belle Équipe. L'attaque la plus meurtrière a eu lieu au théâtre du Bataclan, où 3 terroristes ont fait irruption lors d'un concert bondé du groupe Eagles of Death Metal, tuant 90 personnes et prenant des otages dans un siège sanglant. Au total, 130 personnes ont été tuées et plus de 400 blessés. La réponse des forces de sécurité a été massive. Des unités des élites de la police, comme la BRI et le RAID, ont été mobilisées, culminant avec l'assaut du Bataclan vers minuit 20 pour mettre fin à la prise d'otages. Dans les jours qui ont suivi, une chasse à l'homme à échelle européenne a été lancée pour capturer les complices. La recherche du chef, Abdelhamid Abaoud, s'est terminée le 18 novembre par un siège militaire et policier d'un appartement à Saint-Denis. Après une fusillade de 7 heures, Abaoud et 2 autres complices ont été tués, déjouant une attaque ultérieure prévue dans le quartier d'affaires de la Défense. Alors que les attaques se déroulaient encore, le président François Hollande a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays, une mesure qui resterait en vigueur pendant 2 ans. Il a qualifié les attaques d'actes de guerre de l'EI, signalant un changement radical dans la posture de la France. La réponse fut immédiate et double. À l'intérieur, un renforcement massif de la sécurité. À l'extérieur, une escalade significative des frappes aériennes françaises contre des cibles de l'EI en Syrie et en Irak. Le coût financier de cette nouvelle posture sécuritaire serait astronomique. L'impact le plus durable des attentats a été la normalisation des mesures de sécurité d'urgence dans la vie et la loi française. L'opération Sentinelle, une opération militaire déployant des milliers de soldats pour patrouiller les sites sensibles, est devenue une présence permanente et visible dans les rues françaises. L'état d'urgence, avec ses pouvoirs étendus de perquisition sans mandat et d'assignation à résidence, n'a jamais vraiment pris fin. Il a été absorbé par la législation antiterroriste permanente en 2017, modifiant fondamentalement l'équilibre entre sécurité et liberté civile. Les budgets de la défense et de la sécurité ont explosé. Bien que les terroristes aient échoué dans leurs objectifs tactiques, comme entrer dans le stade, ils ont remporté un succès stratégique retentissant. La réponse massive de l'État français, la déclaration de guerre, les lois de sécurité étendues et le climat de peur, était précisément la réaction que l'EI cherchait pour valider son récit d'un conflit mondial. Les attentats du 13 novembre 2015 ont laissé une cicatrice profonde dans la conscience française. Ils ont inséré la menace du terrorisme de masse dans la vie quotidienne, alimenté des débats continus sur l'immigration, la laïcité et l'intégration, et consolidé un appareil de sécurité étatique qui a redéfini la relation entre le gouvernement et ses citoyens. La nuit de terreur n'a pas seulement coûté des vies, elle a changé la France pour toujours. Le voyage à travers ces 5 affaires révèle une tapisserie sombre de l'histoire française, où le crime agit comme un sismographe des pressions sociales, d'Henri-Désiré Landru, le prédateur solitaire qui a capitalisé sur le chaos d'une guerre mondiale pour un gain financier, à la diade psychologiquement enchevêtrée des sœurs Papin, dont la violence a exposé les fissures de classe, l'évolution est claire. Marcel Petiot a élevé l'opportunisme à un niveau industriel sous le couvert d'une autre guerre, tandis que l'affaire Émile Louis a démontré que la négligence institutionnelle peut être aussi mortelle que l'intention malveillante, montrant un État qui a échoué à protéger ses citoyens les plus vulnérables. Enfin, les attentats du 13 novembre 2015 ont marqué l'arrivée d'une nouvelle ère. Le crime comme acte de guerre par un réseau mondialisé, visant non seulement des individus, mais le tissu même de la société ouverte. Ensemble, ces chroniques noires tracent le passage du crime individuel et pathologique au terrorisme idéologique et de masse. Elles illustrent la tension perpétuelle entre justice et vengeance, sécurité et liberté. Chaque affaire a forcé la France à se confronter à ses propres démons, que ce soit la misogynie, l'inégalité des classes, l'indifférence bureaucratique ou le défi de l'extrémisme. Les réponses à ces crimes,
du spectacle du procès de Landru à L, état d'urgence permanent du XXIe siècle, ont façonné non seulement le système juridique français, mais son identité même, laissant un héritage complexe qui continue de résonner aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous souhaitez voir plus de documentaires de ce type, qui demandent un investissement considérable en temps et en recherche, n'oubliez pas de vous abonner à Traces perdues et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Votre soutien est le moteur de notre travail.